Ouais, je disais à mes étudiants, des fois, à la fin d'un cours, je disais, ah, je peux pas vous prédire l'avenir, qu'est-ce qui va se produire, mais je peux vous prédire une chose avec certitude, c'est qu'il y a des choses inattendues qui vont nous arriver. Repère avec Louis-André Richard. À l'heure où la politique américaine suscite stupeurs et inquiétudes, comment décrypter le projet du président Trump dans son élan à vouloir redonner son lustre à la nation américaine? Je propose aujourd'hui une conversation avec le politologue Louis Balthazar. Fin analyste du système politique américain, M. Balthazar a été professeur à la faculté de sciences politiques de l'Université Laval. En sa compagnie, essayons d'y voir un peu plus clair. Bonne écoute! Louis Balthazar, vous avez fait une carrière de politologue à l'Université Laval principalement, et vous êtes entre autres spécialiste de la politique américaine. Alors, j'ai le goût qu'on ait une conversation un peu autour de la manière dont cette politique s'est mise, je dirais, en branle, un peu sa genèse, mais surtout profiter de l'occasion que nous vivons des temps spéciaux avec l'élection, la deuxième élection de Donald Trump, qui fait peur, bien entendu, avec raison, à bien des gens, puis en même temps qui est une occasion, je pense, de réfléchir à la fois à la grandeur et aux défauts d'une vie républicaine quand même bien spéciale. On ne peut pas comparer, je pense, le système américain avec le système français, encore moins que le Canada, je dirais. Donc, j'aurais une série de questions naïves, si je puis dire, à vous soumettre en sachant que vous avez une expertise peu commune sur le sujet. Alors, pour introduire la chose, parce que présentement, je donne un cours à l'Université Laval sur la pensée politique d'Alexis de Tocqueville, et la semaine dernière, à la faveur de la revisite du texte de Tocqueville, je suis tombé sur une citation qui m'a beaucoup interpellé, qui a interpellé mes étudiants, puis qui interpelle tous ceux à qui je la transmets. Alors, je vais commencer par ça. Peut-être que ça va vous inspirer quelques premières réflexions, puis on développera sur le reste ensuite. Mais je vais lire un extrait du premier article qu'Alexis de Tocqueville a lu quand il est débarqué en Amérique. Cet extrait présente une critique d'un journaliste d'un journal qui s'appelait le Vincent's Gazette, journaliste qui critiquait le président américain de l'époque, M. Jackson. Et si on enlève Jackson et qu'on remplace par Trump, voici ce que ça donne. Ah oui. Dans toute cette affaire, le langage tenu par Jackson, le président, a été celui d'un despote sans cœur, occupé uniquement à conserver son pouvoir, l'ambition et son crime, et il y trouvera sa peine. Il a pour vocation l'intrigue, et l'intrigue confondra ses desseins et lui arrachera sa puissance. Il gouverne par la corruption, et ses manœuvres coupables tourneront à sa confusion et à sa honte. Il s'est montré dans l'arène politique comme un joueur sans pudeur et sans frein. Il a réussi, mais l'heure de la justice approche. Bientôt, il lui faudra rendre ce qu'il a gagné, jeter loin de lui son détrompeur et finir dans quelque retraite où il puisse blasphémer en liberté contre sa folie, car le repentir n'est point une vertu qu'il ait été donné à son cœur de jamais connaître. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à cela, mais il me semble que ce ton, cette façon de décrire le président actuel, ah bien, dans ce que j'entends, la population en général, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet. Et pourtant, on est dans le temps, longtemps après. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très intéressant et ça relativise d'une certaine façon la situation contemporaine, bien que elle a des particularités sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard. Pour le moment, je vais vous dire ceci. Moi, je suis un peu surpris à l'heure actuelle quand on cite Jackson comme étant, comme nous annonçons Donald Trump, etc. Il n'y a rien de faux là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de corruption.
Mais moi, l'image qu'on m'avait donnée de Jackson durant mes études, c'est une image très positive de l'inventeur de la démocratie américaine telle qu'on la connaît. On appelait ça, on parlait de Jacksonian Democracy. Parce que pour la première fois, il y a un président qui a voulu parler au peuple, se mêler au peuple. Même, il est arrivé quelque chose de terrible. Quand il a été inauguré, il a décidé d'inviter tout le monde. Open house. Il ouvre la Maison-Blanche et les gens viennent. Et ça a été un désastre. Il y a eu des assiettes cassées, il y a des gens qui se sont saoulés la gueule, etc. Donc, c'est ça, Jackson. C'est la démocratie dans tout ce qu'elle peut inspirer et avec, évidemment, ses excès. Et là-dessus, j'ai envie de dire quelque chose sur Trump. Il est peut-être l'aboutissement excessif de la démocratie, une sorte de cancer, de maladie de la démocratie. Mais il y a quelque chose de la démocratie là, en ceci que l'élection de Donald Trump, on l'a dit à plusieurs reprises, que le facteur central, c'est l'anti-élitisme. Hein? Les gens en ont assez de se faire la morale par les gens qui veulent leur bien, etc. Et le fait que quelqu'un, même s'il est multimilliardaire et très loin d'eux, dans sa position, il reste que ce qu'on dit de Trump constamment, il parle notre langage, il dit ce que nous voulons entendre avec nos mots à nous, des mots de taverne qu'on emploie dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a cet anti-élitisme qui est à la base de la démocratie. Ce que Tocqueville entend par égalité, quand il parle de l'égalité, il pense surtout à l'égalité dans le sens de « every man is born equal ». Une espèce d'égalité en dignité, si je puis dire. Là. Oui, l'égalité en dignité, pas en richesse, c'est pas en situation, mais le fait que on ne me refuse pas nulle part. En général, c'est rare que... Bon, il y a peut-être encore aux États-Unis des clubs privés, en fait, il y en a beaucoup, mais règle générale, il n'y a pas une institution qui, en soi, va refuser quelqu'un. Donc, on peut aller partout. Donc, every man is born equal. Et donc, cette égalité-là fait qu'on accepte mal de se faire expliquer des choses. Et à la limite, je dis que c'est un cancer, une véritable démocratie, parce que refuser toute élite au départ, ça n'a aucun sens. C'est destructeur d'une société. Et c'est grave à l'heure actuelle, ça ne se produit pas seulement aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde. On n'accepte plus toute société, et surtout une société complexe comme notre société contemporaine, où il faut quand même croire aux élites de la science, aux élites dans toutes sortes de domaines, parce que la vie est tellement complexe que monsieur tout le monde ne peut pas vraiment le comprendre. Or, l'idéal est toujours là, que monsieur tout le monde, oui, peut gouverner. Alors, ça nous donne un cabinet, un gouvernement comme celui de monsieur Trump, qui n'est pas précisément monsieur tout le monde, mais pour lequel le critère fondamental, c'est la loyauté à Trump. Alors, vous avez des gens là-dedans qui sont très mal préparés pour occuper leurs fonctions, qui n'en connaissent que très peu de choses, mais qui se disent « moi, je suis capable d'en parler », et ça plaît aux gens que n'importe qui puisse s'exprimer sur n'importe quelle question. Alors, voilà. Ce qui plaît aux gens... et je vous écoute parler de Jackson. Moi, c'est ce que j'avais lu, malgré que je ne connais pas bien la politique américaine, mais quand on lit sur Jackson, on n'a pas l'impression que c'est je dirais, l'homme à abattre, là. C'est un président qui a fait de bonnes choses.
quand j'ai lu la citation de la Gazette de Vincennes, on le traitait là-dedans comme on apostrophe Trump à l'heure actuelle. Ouais. Alors, je retiens l'idée qu'il y a quelque chose qui plaît aux gens parce que c'est ce qu'on appelle le populisme aujourd'hui. Dans une espèce... Bon. Par contre, là où j'aimerais avoir plus de développement, c'est la question de l'élite, justement. Il me semble que, de mon point de vue, quand je regarde les choses évoluer aux États-Unis et au Canada, il y a une crise de l'élite. Ouais. L'élite scientifique, c'est tel que tel, parce que la science, encore aujourd'hui, c'est porteur d'un discours qui, normalement, est plus près de la réalité du monde, là, donc des choses qu'on peut vérifier. Mais l'élite qui est porteuse de ce qu'on appellerait, de façon générale, les sciences humaines et tout, il me semble qu'elle perd énormément de crédibilité. Et puis c'est peut-être un des symptômes là, qui justifie une popularité comme celle de quelqu'un comme Trump. À la base, les gens peut-être, même s'ils ne sont pas en mesure d'apprécier tout ce qui fait l'essence de la spécialité de l'élite, sentent bien que l'élite universitaire, par exemple, à bien des égards, dérape. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose de vrai là-dedans ou je suis dans le champ complètement? Ben, oui, elle dérape, elle a dérapé très souvent. Hein. On peut remonter il y a 50 ans, 60 ans, quand l'élite en France en particulier, l'élite ne jurait que par Jean-Paul Sartre. Ouais. Qui lui-même préférait Staline à Eisenhower aux États-Unis. Et plus tard, vous avez eu l'emballement pour Mao, au moment où il se passait dans les années 60 des massacres innommables en Chine, répugnants, comparables à la Shoah, les choses qui sont produites, comme ce qui s'est produit sur le stalinisme, et on a accroché à ça. Alors, qu'on en vienne à déchanter par la suite sur les élites, c'est bien sûr. Et il y a aussi, parfois, une sagesse populaire qui est aussi recommandable que des élites. Il y a un anti-élitisme particulier des États-Unis, oui, en ceci que l'Américain moyen, n'accepte pas, je me rappelle par exemple de l'élection de 2000, alors qu'on avait le choix entre George Bush et Al Gore. Oui. Très typique de l'anti-élitisme. Al Gore, un homme extrêmement compétent, qui a l'expérience de 8 années de vice-présidence, qui connaît bien la politique internationale, etc., et qui est particulièrement sensible à la lutte au changement climatique, beaucoup mieux qualifié que George Bush, qui, même si son père avait été président, s'était pas intéressé du tout à l'époque, pour des raisons personnelles, à ce que faisait son père. Et donc, il était loin des questions politiques. Forcément, il y a des choses auxquelles il a touché, et c'est sûr qu'il s'est fait des amis dans le milieu de sa famille, etc., qui l'ont aidé. Mais il était, de toute évidence, n'importe quel observateur a pu le voir, beaucoup plus mal préparé. Mais il y a un sentiment qui s'exprimait comme ceci, et qui est très, très dominant, en tout cas très important dans la mentalité américaine. J'entends des gens qui disaient « Dis-moi pas que je vais avoir dans mon salon pendant 8 ans le professeur Gore qui va me faire des leçons de morale, etc. Ça m'emmerde, j'aime autant avoir Bush, le gars avec qui je prendrais une bière, et puis un bon gars qui me comprend, etc. » Donc, ce sentiment-là est très fort, particulièrement fort aux États-Unis, et aussi très trompeur, très aberrant, je dois dire, dans la mesure où l'Américain moyen, très souvent, ou l'Américain du bas peuple en particulier, ne voit pas quel est son intérêt. Il est illusionné par le rêve américain
qui lui fait croire que lui aussi pourra être très riche un jour. Donc, Trump, pour lui, c'est pas un scandale. Au contraire, beaucoup dans la population vont dire « J'admire ce gars-là, moi. Il n'a jamais payé de taxes. Ben bravo, c'est un gars habile. Moi aussi, j'aimerais bien ça, échapper aux taxes. » Et ce sentiment qu'un jour, ce sera mon tour. Ça, c'est particulièrement fort aux États-Unis. Ouais, ouais. Encore aujourd'hui, plus qu'ailleurs. D'ailleurs, les immigrants arrivent aux États-Unis en masse, avec peu de moyens, dans des conditions abominables, mais ils se disent « c'est le pays de cocagne, c'est le pays où un jour je vais pouvoir être riche, puis bon. » Alors, quand l'élite leur parle de programmes sociaux, de redistribution de la richesse, ça les touche pas beaucoup. Ils disent « j'aime autant faire mon chemin moi-même et réussir moi-même plutôt que de me faire aider par l'État. » Et ça, c'est quelque chose de bien particulier et qui mène à des contradictions terribles parce que le Parti démocrate est de tout temps le parti qui était plus favorable à la redistribution de la richesse, aux programmes sociaux. Toute proportion gardée, il y a eu toutes sortes de candidats démocrates. Et par ailleurs, les démocrates ont dit qu'ils sont élitistes, ils ne nous comprennent pas parce qu'ils veulent nous expliquer des choses. Par exemple, une réaction qu'on entendait à l'époque d'Obama, quelqu'un avait dit ceci, « Obama veut nous donner l'assurance maladie. Moi, je veux des jobs, une bonne job pour m'en acheter une assurance maladie à moi. » Ça, c'est américain. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça devient ridicule parce qu'on sait très bien que il faut, dans la plupart des pays, on en vient à avoir, et même aux États-Unis, on en a un grâce à Obama, qui est imparfait, mais... Alors, voyez, ça, c'est très typique des États-Unis et ça l'est encore. Et ça fait que même Donald Trump avec tous ses défauts, parce qu'il représente un idéal de richesse, c'est bien. Je vous entends très bien et effectivement, ça m'apparaît juste. J'aurais le goût de pousser ça un peu plus parce que la première élection nous laissait penser, les faits parlaient comme ça aussi, que c'était une élection qui avait propulsé cet homme-là, mais à partir d'une base électorale qui était justement les gens que vous décrivez et plus les personnes plus pauvres du système. Bon. Mais il me semble que la deuxième élection renverse ça complètement. Là, on a un suffrage universel. On a la volonté de la majorité, donc qui inclut une part de l'élite, là, puis une part importante là, qui a porté Trump au pouvoir. Comment vous commentez ça? Je pense pas. Je pense que les chiffres démontrent que la très grande majorité des gens instruits qui ont un niveau d'éducation, qui sont allés à l'université, tout simplement, un bac, par exemple, ont plutôt voté démocrate, si je ne m'abuse. Même cette fois-ci, c'est encore ça, très fortement. La différence qu'il y a cette fois-ci, je pense que c'est à peu près les mêmes milieux, mais il y a des éléments qui se sont rajoutés. Par exemple, il y a une portion importante des gens issus de l'immigration qui ont embarqué dans le courant populaire. Ça, c'est typique des États-Unis, d'ailleurs. Le rêve américain, les immigrants l'adoptent très tôt. Cette idée que moi, je vais faire mon chemin, puis que je n'ai pas besoin de l'État, etc. C'est peut-être pas l'immigrant qui vient d'arriver. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas encore le droit de vote. Mais l'immigrant d'une génération ou deux devient très semblable à ceux qui l'ont pas opprimé, mais qui l'ont, en tout cas, qui étaient en haut de lui. Ouais. Alors, ça a joué plus que la première fois. Il y a aussi peut-être un facteur pas très important, le vote des musulmans, qui ont très mal compris quel était leur intérêt, des Palestiniens d'origine, qui trouvaient que le Parti démocrate ne favorisait pas assez ses intérêts. Il y a aussi
une organisation extraordinaire qui s'est développée, qui s'est raffinée depuis la première fois. On peut dire que la première fois, Trump a été élu par accident, pour reprendre ce que vous dites. Cette fois-ci, il est élu par une majorité. Remarquez, ça n'est pas une majorité éclatante. C'est même pas... Ben, on est à la frontière. Je pense qu'il est à 49,8,9. Donc, le pays est encore profondément divisé. Mais il y a ces facteurs-là qui ont joué. Mais sur le plan de l'élite intellectuelle, je pense pas que ça ait bougé beaucoup. De toute façon, ça ne peut pas avoir bougé, je dirais, plus que la représentation réelle par rapport à la population. Ça reste quand même une minorité. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'on est capable d'avoir les chiffres précis là-dessus. C'est autre chose. Je reviens encore avec ma citation de la Gazette de l'époque. Ce que j'ai lu n'a que de mauvais mots à l'égard de Jackson. J'ai le goût de vous soumettre un exercice. Qu'est-ce qu'on peut dire de bien dans le contexte actuel de Donald Trump? Parce que mon idée, là, c'est qu'on a avec le recul le Jackson qui était très, on va dire, populiste pour prendre le vocabulaire à la mode et qui a fait quand même de bonnes choses. Donc, il était là pour satisfaire ce que la base souhaitait entendre. Par contre, ici, la presse ménage... écoute, on parle de blasphémateurs, de la liberté et tout. Donc, il me semble que c'est le même genre de reproche. Alors, je me dirais, est-ce qu'on est capable, dans l'état actuel des choses, de voir dans les politiques d'un homme pareil, qui nous bouscule de partout, est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Je vous avoue que personnellement, je ne le vois pas. Cependant, vous me parliez tout à l'heure de gens très intelligents, très bien vus, qui ont voté pour Trump en dépit des réticences évidentes. Ils se sont dit, ben je me bouche le nez, mais j'aime mieux ça. Alors oui, il y a une sorte d'aboutissement, en tout cas d'inquiétude, plus ou moins bien fondée, mais d'inquiétude réelle vis-à-vis de l'évolution de nos sociétés, de permissivité absolue, tout le phénomène qu'on appelle le wokisme, des nouvelles tendances, la théorie des genres. Aux États-Unis, la théorie raciale qui est poussée très loin. On essaie d'expliquer le phénomène des Noirs qui ont été infériorisés, même si, même après les droits civils, etc. Le pays, dont les États-Unis, est divisé entre ceux qui disent la question des droits civils est pas mal réglée. Donc, on n'a pas besoin de trucs comme les politiques affirmatives, etc. Il suffit de laisser l'égalité comme elle est. Et donc, les gens s'inquiètent de tout ce qu'on voit comme des excès dans la société. Et ça, c'est très profond, et en particulier chez les gens qui ont des enfants. Il y a une élection là où ça a été très frappant. C'était en Virginie, un État démocrate. Je me souviens pas du nom du président, du gouverneur qui est là, mais il a défait un gouverneur démocrate qui était très bien vu. Mais il y avait cette question des écoles. On ne sait plus ce qu'on enseigne dans nos écoles. On enseigne n'importe comment l'éducation sexuelle, etc. Donc ça, cette inquiétude-là, elle s'est manifestée. Et pour certains catholiques, par exemple, très attachés à l'interdiction de l'avortement, le fait que Trump, avec plus ou moins de sincérité, peu importe, mais se soit dit garant de ça, nommé des juges conservateurs à la Cour suprême, ça, je dois dire, c'est inévitable. Il y a un mouvement réel dans ce sens-là. Beaucoup de gens
sont très inquiets. Je pense, moi, que les médias ont amplifié cette inquiétude-là à l'occasion. Mais qu'est-ce qu'on va enseigner à notre enfant, à nos enfants? Qu'est-ce qu'on leur fait lire? N'importe quoi. Ça, je pense que c'est très fort. Il y a une question d'ordre social. Est-ce que Trump va l'amener? Bon, il y a certaines interdictions, d'ailleurs, qui sont tellement radicales. Par exemple, en disant les transgenres, je ne veux pas en entendre parler. On élimine même des programmes d'aide, quels qu'ils soient, psychologiques, sanitaires. Je veux bien qu'on dise dorénavant un homme est un homme, une femme est une femme, mais je n'y peux rien, il y aura toujours des transgenres. Alors, dans un sens, je pense que beaucoup de conservateurs vont se rendre compte que Trump est même nocif à leur cause parce qu'il va tellement loin dans cette direction, de façon tellement débridée, et avec, finalement, chez l'homme, c'est inévitable. Je pense bien qu'il ne faut pas être grand psychologue pour voir que Trump est avant tout un opportuniste. Donc, il n'est pas profondément dans son âme conservateur, mais il se sert du mouvement. Donc, finalement, il va faire du tort au mouvement. Comme je le dis d'ailleurs, à propos de bien des choses, question économique en particulier, les Canadiens sont très affolés à l'heure actuelle, à juste titre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. S'il y a des tarifs qui sont imposés, on peut perdre des emplois, etc. Mais c'est tellement contraire ce que fait Trump. Je pense que c'est ça qui va je suis peut-être un optimiste, mais c'est ça que la bulle va crever, parce que ces politiques sont contraires aux intérêts des Américains. D'ailleurs, je vois ce matin dans le journal les résultats d'une enquête. On demande aux Américains en général, toute politique confondue, toute allégeance confondue, est-ce que vous êtes satisfait de ce que Trump a fait depuis un mois? Et 57 % disent qu'il va trop loin, qu'il abuse de son autorité. J'ai aucune idée, là, je fais une pure conjecture, mais j'imagine que Jackson aurait fait mieux au bout d'un mois. Oui, peut-être. Mais ça, on ne le saura jamais. Après, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, parce que je vais rester dans Tocqueville, c'est que Tocqueville défend la théorie de l'intérêt bien entendu. Oui. Et quand je vous écoute parler comme ça, je me dis, ben ouais, effectivement, ça peut être un concept à partir duquel on peut essayer de juger, là. Ouais. Si lui-même, Trump, comprend bien cette idée de mesurer l'intérêt, bien entendu, pour lui-même, mais aussi pour la population, ça, c'est ça qui est le problème central. Je pense que tôt ou tard, en tout cas, je regarde son premier mandat et il a parlé aussi, il est toujours obsédé par la balance, l'équilibre des échanges commerciaux, et le fait que les États-Unis soient en déficit, ça l'agace beaucoup. Mais malgré tout, l'économie américaine va pas mal bien, il n'y a pas de chômage, etc. Et d'après la plupart des économistes, c'est pas si grave que ça d'avoir un déficit commercial. Et des droits de douane qui affectent la politique, les échanges avec le Canada, c'est mauvais pour les États-Unis. Même Wall Street, le conservateur Wall Street Journal, qui a même recommandé qu'on vote pour Trump, lui-même dit c'est la politique la plus stupide de notre histoire que d'imposer des droits de douane à notre partenaire commercial privilégié, le Canada. Alors ça a l'air tellement clair, moi je ne suis pas un économiste, mais ça a l'air tellement clair qu'un jour ou l'autre, d'ailleurs, durant le premier mandat, je reviens là-dessus, il parlait d'imposer, mais finalement, pour le Canada et le Mexique, il a négocié un autre traité qui est semblable au premier. Cette fois-ci, même, ce traité-là ne le satisfait pas encore. Il y a quelque chose de très enfantin chez lui.
c'est curieux parce que c'est un homme, il faut bien lui donner cette qualité. On a rarement vu un tribun aussi puissant que ça, en dépit de tout ce qui s'abattait pour lui. Ça, c'est une chose dont parle Tocqueville, hein? Le fait qu'aux États-Unis, la morale et la religion jouent un rôle modérateur très important. Ouais. Et c'est vrai dans toute l'histoire des États-Unis. Dès que un homme est accusé d'une conduite douteuse, d'infidélité conjugale, etc., ça brise sa carrière. On a vu ça à plusieurs reprises. Ce qui fait qu'en voyant Trump, même en 2016, de dire « mais ça ira pas », l'establishment républicain, d'ailleurs l'establishment républicain ne l'a pas accepté, mais la population l'a accepté, et ça c'est une première dans l'histoire. Ben, peut-être que c'était pas le cas de Jackson, on lui a pardonné beaucoup de choses, et on a pardonné beaucoup de choses à bien d'autres. D'ailleurs, on sait que Roosevelt et John F. Kennedy étaient loin d'avoir une conduite exemplaire. Le Kennedy, c'est un bon exemple parce que c'est une figure on savait moins. On savait moins, c'est vrai. Alors que là, on sait beaucoup de choses. Les médias nous informent. Les mensonges, tous les politiciens ont menti dans leur carrière, mais jamais de façon aussi ouverte. Transparente. Et ça passe quand même. Alors, il y a quelque chose de remarquable, mais en même temps, il y a quelque chose d'enfantin chez lui. Il y a des obsessions spontanées qui lui font prendre des politiques tout à fait... Et durant le premier mandat, comme il n'a pas eu carte blanche pour choisir, l'establishment républicain lui a imposé des choix. Là, il a fait ça lui-même. Donc, dans les médias, il n'y a personne alentour de lui pour lui dire « ça n'a aucun sens ce que tu fais ». Comme on disait à l'époque, on disait qu'il y avait des adultes dans la pièce. Là, il n'y en a plus. Mais tôt ou tard, les faits seront là. Par exemple, j'entendais de mes jeunes collègues conseiller cette chose-là aux gens des milieux économiques qui s'inquiétaient de la situation du Canada. Ils disaient « Regardez, observez le taux d'inflation aux États-Unis. Pour le moins que le taux d'inflation augmente, là, Trump, ça va lui frapper les yeux. D'ailleurs, il a déjà commencé à dire aux gens « Ah, il faudra peut-être supporter un peu d'inflation au début. » Mais au bout d'un an ou deux, là, si ça ne marche pas, de toute évidence, il va être obligé de se rendre. Et donc, c'est vrai, je pense, dans bien des domaines. Mais en attendant, ça fait beaucoup de mal. Questions, commentaires ou objections, rejoignez Louis-André Richard à repère@le-verbe.com. D'ailleurs, alors, je voudrais profiter de votre expertise. Vous avez été un grand collaborateur de la chaire Raoul Dandurand, l'Observatoire de la politique américaine. Vous avez été formé, tous les gens ne savent pas que vous avez étudié à Harvard vous-même. Et je vais vous poser une question un peu naïve que j'entends autour de moi. À partir du moment où on décrit le portrait que vous venez de décrire sur la menace que peut représenter un homme pareil, est-ce que l'inquiétude peut aller jusqu'à penser qu'il pourrait faire un peu comme Poutine, là, se proclamer gonfalonier à vie? J'ai l'impression que non, mais j'ai pas votre connaissance. Expliquez-nous, là. Présentement, il y a le contrôle de toutes les chambres et tout. Écoutez. Plus l'impression que non, mais plus que ça, le sentiment que ça ne peut pas se faire. Parce que pour qu'un président se présente cette fois-ci, remarquez bien qu'on a l'exemple de Franklin Roosevelt qui est revenu à 2 reprises, qui a brisé la tradition des 8 ans qui avait été établie par George Washington, une tradition qu'on respectait beaucoup. Mais depuis Roosevelt, les républicains, d'ailleurs, ont eu peur que ça se reproduise à nouveau.
Et on a fait consensus en établissant dans la Constitution, c'est maintenant un amendement constitutionnel, que le président ne peut se représenter qu'une seule fois. Une seule fois, OK. Et pour contrer cela, il faut une majorité des États, des assemblées des États qui approuvent, et une majorité des 2/3 des 2 chambres. Alors, à l'heure actuelle, tout indique que les républicains, même s'ils dominent le paysage, sont loin d'avoir les 2/3 un peu partout comme ça l'exige. Est-ce que Trump pourrait dire je vais contre la Constitution et je me présente quand même parce que je suis populaire, les gens vont m'accepter? Je suis porté à croire que non, les gens ne voteraient pas pour lui. Mais ça pourrait se faire. Sur la base de tout peut se faire à un moment donné. Dans un État, un homme d'État peut décider que la Constitution ne fait plus son affaire et d'aller à l'encontre. Ça s'est fait dans l'histoire de la Constitution et se faire approuver par une population. Moi, j'avais l'impression, et corrigez-moi si je me trompe, que les différentes structures de l'appareil politique américain, les chambres, encore une fois, démultiplient la possibilité de faire une chose pareille. Oui. Je comprends ce que vous dites. Et jusqu'à maintenant, en dépit de tout ce qu'on observe de tendances très autoritaires et très inquiétantes, par exemple, le non-respect du Congrès à l'heure actuelle. C'est remarquable, on n'entend jamais parler du Congrès. Le Congrès, majorité républicaine, ne fait rien. Et ça n'était pas vu autrefois. Même, surtout un président qui a une majorité au Congrès, en règle générale, il va faire passer sur le Congrès. Trump va finir par le faire. Il y a des lois, il y a un budget qui va être voté par le Congrès. Mais là, c'est remarquable de voir comment il utilise de façon excessive le décret présidentiel. Ça lui amène des oppositions de plusieurs juges. Ça va aller à la Cour suprême, inévitablement. D'ailleurs, probablement plus tôt que tard, parce qu'il y a des poursuites là, que les juges ont accepté, de la Cour suprême ont accepté d'examiner. Donc, on verra que si la Cour suprême l'autorise, ça va être encore plus difficile, mais s'il subit un blocage de la Cour suprême qu'il a nommé, en tout cas, donc, il a nommé 3 juges, et qui est en majorité plutôt conservatrice, s'il y a un blocage là, ça va le retarder. Mais je pense que tôt ou tard, il y aura sur cette trajectoire-là un jugement de la Cour suprême qui l'arrêtera, même ceux qu'il a nommés. C'est déjà commencé, d'ailleurs, à l'occasion. Remarquez, d'ailleurs, quand il a voulu contester l'élection de 2020, la Cour suprême l'a complètement abandonné là-dessus. Ouais. Alors ça, ce sont des garanties du système qui fait qu'à la longue, puis ensuite, on le mentionne souvent, il est fort probable que les démocrates reprennent une majorité dans au moins une des 2 chambres à la prochaine élection. Et ça peut être plus difficile. Encore une fois, il a tendance à vouloir nier la Constitution à certains moments donnés, mais il y a beaucoup de bluff là-dedans. Si on regarde son langage, il est totalement inconstitutionnel. Si on regarde ses actions, là, jusqu'à maintenant, il n'a pas dépassé les limites là, de la tradition américaine. Ouais. 2 choses me frappent dans ce que vous dites. D'abord, si j'entends bien, c'est un peu l'intuition que j'avais, même si, sur papier, évidemment, il contrôle les chambres à l'heure actuelle, ça n'empêche pas que le discernement des individus, l'allégeance n'est pas absolue. S'il joue trop dans des choses qui sont chères à la Constitution, il va avoir de l'opposition à l'intérieur de ses rangs. Ouais. Alors, c'est une des raisons, peut-être à tort, là, qui me fait comprendre qu'il y a plutôt
raison de se rassurer en disant la dictature n'est pas si possible dans un système comme celui-là. Première chose. Ouais. Deuxième chose, je me demandais comment vous expliquez, ou s'il y avait une explication d'une espèce de désintérêt, et je dirais des deux côtés, là, et des républicains et des démocrates, pour une relève éventuelle. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Quand on voit revenir un Donald Trump, on se dit, ben oui, mais pourquoi il n'y a personne, là? Et puis, encore plus pour les démocrates, tu sais. Pourquoi M. Biden, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, puis malheureusement, d'un point de vue strictement de l'image d'un homme, c'est un homme qui avait l'air malade, mais alors là, depuis très longtemps, là, je parle physiquement. Donc, tu sais, Donald Trump, il offre l'idée d'une image d'un homme d'un âge très respectable et qui est encore joue au golf, puis allez donc. Puis l'autre, on avait l'impression qu'il était sur le respirateur tout le temps. Fait que là, on dit, OK, mais pourquoi on ne sent pas une espèce d'émulation, on dirait, d'un parti comme de l'autre pour assurer une relève? Là aussi, côté des démocrates, c'est pas la démocratie parfaite là, qu'on souhaiterait dans le parti. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont en jeu. Il y a toute une équipe alentour de Biden qui ont été comme obnubilés par le fait que Biden a gagné en 2020. On a dit, bon, il a réussi. À l'élection mi-mandat, là, les démocrates ont fait beaucoup mieux que à quoi on s'attendait d'habitude. À l'élection de mi-mandat, le parti au pouvoir perd toujours des plumes. Ils en ont perdu, mais relativement peu. Donc, ces gens-là ont dit, Biden, il tient le coup, c'est celui qui a battu Trump la dernière fois, il a tenu le coup. Les politiques qu'il a lancées étaient quand même bien fondées. Et on a été obnubilés par cette chose-là, en disant « Ah, il peut continuer encore ». Je pense qu'on a exagéré du côté républicain, parfois du côté des médias, son déficit cognitif. Il a fait très mal au débat, oui, là, il montrait qu'il était perdu. Mais en même temps, il avait fait très bien dans un discours sur l'état de la nation. Il voyageait quand même, il a voyagé tout ce temps-là. Il n'a pas montré, il n'a pas été particulièrement malade. Tout indique qu'il était plein de conseillers alentour de lui qui l'aidaient, mais que ses politiques venaient pas mal de lui. Bon, alors... on a misé là-dessus à tort. On a eu tort. Je suis bien d'accord pour dire qu'on a eu tort, on aurait dû, mais j'essaie d'expliquer qui faisait qu'on a retardé le mouvement. Et il y en a des gens, il y en a, oui. Mais c'est ça, en fait, est-ce qu'il y en a un mouvement? Parce que moi, je ne vois pas ça de l'extérieur, mais est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce qu'on sent, encore une fois, certain nombre de personnes, plusieurs, là, qui voudraient, qui aspirent à ça, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs? Il y en a plusieurs. D'ailleurs, on les a vus des gens qui ont beaucoup de talent. Je pense à la primaire démocrate de 2020, quand même pas mal de monde. Mais encore là, il y a des gens comme Elizabeth Warren, femme très qualifiée, mais encore là qui était juste un peu trop élitiste, trop à gauche, ça passait pas. Il y a le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, une belle personnalité. Pourquoi il n'a pas voulu y aller? Il a été prudent quand on a proposé, là, dans les circonstances, c'est arrivé. Là, on était au mois de juillet, il était tard un peu. Donc, tout le monde s'est rangé. À l'heure actuelle, ça n'est pas le temps pour eux de se manifester, mais je pense que très bientôt, on va les voir apparaître. Du côté républicain, il y en a eu là aussi, mais ça a fait long feu. Et je dois vous avouer que c'est remarquable de voir comment les voix dissidentes du côté républicain étaient toutes celles de gens qui annonçaient qu'ils ne se représentaient pas la prochaine fois. Ben ouais. Tous les sénateurs, les personnages importants. Et là, aujourd'hui, Mitch McConnell, qui, de façon assez étonnante, mais remarquable, s'oppose vraiment à Trump, il le fait parce qu'il est sur le déclin et il annonce aujourd'hui qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant.
Et le système américain a ce défaut-là, d'ailleurs. On ne prévoit pas de chef d'opposition. Il n'y a pas de rôle pour le candidat battu. Prenez quelqu'un comme John Kerry, qui est un personnage de grande envergure, qui a perdu les élections en 2004, même Al Gore en 2000. Ces gens-là tombent complètement. Madame Harris, c'est évident que sa carrière est finie. Et ça, c'est très ingrat. Dans notre système parlementaire britannique, la personne qui perd l'élection ne sera pas renvoyée. Là, elle ne se retrouve pas gros gens comme devant. Elle joue un rôle important en chambre, etc. Donc, ça, c'est un défaut du système. C'est souvent le tout ou rien. La société américaine, une société pleine de contradictions et de violence. On dit souvent des États-Unis, c'est le meilleur et le pire. Et c'est vraiment le cas. T'sais, on invente des choses, on peut être innovant et en même temps, on est parfois d'un conservatisme désarmant. Est-ce que dans le système américain, quel est le rôle de ce qu'on appelle les mandarins de l'ombre? Est-ce que quelqu'un comme Donald Trump, là, est-ce que c'est vraiment lui qui mène? Oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Puis je veux vous entendre parce qu'évidemment, d'un type de gouvernance à l'autre, c'est pas pareil, là. Qu'est-ce que vous... Les mandarins de l'ombre sont habituellement très importants. Ils tirent les ficelles. J'oublie des noms, là, mais... je pense à l'organisateur des élections de George Bush, qui jouait un rôle très important de manœuvre d'organisation. Derrière Trump, il y a toute une équipe là, qui joue un rôle très important. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de véritable... comment on dit en français, pas un doyen, mais en tout cas un personnage là, irremplaçable, un sage. Là, occulte. Même pas occulte, des gens, là, en politique française, il y a des noms qui reviennent constamment et on fait appel à eux, pas nécessairement pour revenir en politique. C'est beaucoup moins fort aux États-Unis. C'est du lobbying aux États-Unis, donc c'est... Oui. Hein, et ça change... on le voit à l'heure actuelle. Il y a toute une équipe de l'ombre derrière Trump et elle est toute nouvelle. Elle remplace totalement les gens de l'ombre sous Biden. Et même là, Trump veut aller plus loin, quelque chose qui ne s'est jamais fait, aller même à la chasse des sympathies démocrates dans la fonction publique. Mm-hmm. Si on voulait faire ça au Canada, ce serait un désastre. Parce qu'au Canada, on parle du Parti libéral comme de Natural Governing Party. Donc, c'est plein de libéraux dans la fonction publique. Si un gouvernement conservateur, on a essayé de le faire à l'occasion, on voulait mettre la hache là-dedans, c'est impensable. Okay. Et là, c'est ce qu'on va faire et on va très loin. Même chez des gens dont on n'est pas sûr qu'ils sont démocrates, le simple fait qu'ils aient pu dire quelque chose de négatif de Trump, c'est suffisant pour les renvoyer ou enfin tenter de les renvoyer parce que c'est pas si facile que ça. Là. Il y a des oppositions judiciaires, mais on va très, très loin. Donc, tout se passe comme si on voulait effacer toute trace du passé. Je ne crois pas que ce soit possible. Non, mais là, je m'illusionne peut-être. J'entends des gens dire, par exemple, ça ne sera plus jamais comme avant. On est porté à dire ça souvent quand il y a des changements. Moi, c'est peut-être en raison de mon optimisme, je ne suis pas capable de dire encore ça ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que l'épisode des subprimes 2008 et tout, je rebondis sur une chose que vous avez dit tout à l'heure qui m'apparaît assez essentielle pour comprendre la réalité américaine. L'idée que « in God we trust », l'idée que la moralité, là, c'est une référence incontournable. Oui. L'impression que j'ai eue naïvement, c'est quand est arrivée toute cette crise de tromperie là, avec les investisseurs à gauche, Goldman Sachs et compagnie, qui vont frauder même leurs propres clients. Il me semble que là, il y a eu une espèce de fracture là-dessus. Oui. Là.
Et est-ce que ça peut revenir comme avant? Ma question est, est-ce que ce genre d'événement très grave, est-ce que ça a changé les choses de manière profonde à l'égard de ce pilier structurant qui est une espèce de aide-toi et le ciel t'aidera, du moment que tu restes dans les limites de l'honnêteté, si je puis dire. Ouais. Je pense que ça peut être changé parce qu'on a vu des choses assez terribles dans le passé. Okay. Tout le phénomène des grandes richesses du tournant du 19e au 20e siècle, là, le Gilded Age, comme on dit, ça allait très loin. Il a fallu même un conservateur comme Theodore Roosevelt pour imposer des lois antitrust. Donc la moralité était mise à mal depuis longtemps. Pas mal bas dans cette époque-là, des grandes fortunes corporatives. Là. Bon, là, c'est allé loin, et ça va loin avec Trump. Je suis peut-être... j'ai peut-être une confiance démesurée en la nature humaine et à la bonté des êtres, mais je ne vois pas pourquoi on ne reviendrait pas, qu'il n'y aurait pas un retour sur une plus grande moralité, sur des institutions plus solides encore qu'on en crée. Mais ce que j'entends... Moi, pour vous dire vrai... Je suis un de ceux qui croient que l'humanité progresse. Moralement, pas chez les individus, il y a toujours des bons et des mauvais, mais on crée des institutions qui sont mieux faites que celles qu'on avait dans le passé. Bon, on regarde le monde à l'heure actuelle, c'est loin d'être réjouissant, mais nous avons des garde-fous qu'on n'avait pas dans le passé. Oui, puis ce que j'entends, qui m'apparaît être une idée féconde, là, c'est, contrairement à ce que j'affirmais en raison de mon ignorance du sujet, c'est que le tragique d'un événement comme 2008 n'est pas un précédent d'une certaine manière. Là. Quand on connaît bien l'histoire américaine, si je vous suis bien, on va remonter jusqu'aux origines pratiquement, puis on va faire face au même type de troubles. Donc, c'est pas pour justifier, mais ça relativise les et je dis c'est possible. Cela dit, beaucoup de gens me contrediraient, là, parce qu'ils diraient à l'heure actuelle, on a brisé ce système-là de façon irréparable. D'ailleurs, beaucoup disent c'est un syndrome du déclin américain. On en parle du déclin américain depuis 50 ans et plus. Là, on dit, ça y est, c'est fini. J'ai encore de la difficulté à accepter ça. Parce qu'encore une fois, on en a tellement parlé du déclin américain et encore, au moment où Biden quittait la présidence, les États-Unis est sûrement le pays dans le monde, encore aujourd'hui, qui est en meilleure posture économique, institutionnelle, tout ce que vous voudrez, avec d'énormes défauts et d'énormes failles et qui vont s'amplifier avec l'administration Trump, mais on n'a pas dit le dernier mot. Oui, écoutez... Parce que je regarde les autres grandes puissances dans le monde, sont pas en très bonne posture. Il n'y a pas une puissance là, qui donne, même la Chine, une infinité de problèmes. Mais ce qui... ça donne presque le goût de dire... L'événement Donald Trump, finalement, il y a une vertu, c'est que ça brasse la cage, ça empêche la stagnation, je ne sais pas. Il y a quelque chose de ça, peut-être, dans le mouvement, là. Moi, encore une fois, j'ai beaucoup de difficultés à lui donner des vertus, mais cela dit, je ne mise pas sur sa pérennité. Ah oui, c'est sûr. Ben, d'ailleurs, je pense que sa pérennité, à moins d'un élan dictatorial qu'on ne peut pas justifier vraiment, il va falloir qu'il arrête de toute façon. Ben oui, il n'est pas là jusqu'à la fin des temps. Ouais. Oui, ça, c'est une chose... Qu'est-ce que vous diriez, parce que notre entretien, hélas, achève, quelles sont pour vous je dirais, les grandes avenues qui se dessinent pour l'avenir de la politique américaine? Puis quand je dis politique américaine, à cause de l'influence de l'Amérique sur la planète au complet, chez nous encore plus pour les Canadiens, avez-vous une idée là, des perspectives intéressantes? Envoyez-vous, peut-être vous n'en voyez pas, mais envoyez-vous. Oui, j'en vois parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
il y a une prise de conscience qui va se manifester que la façon dont Trump envisage le monde, ça ne marche pas. Ça sera mauvais. Pas tellement. En fait, ce que je crois là, pour les États-Unis, c'est pas tellement que ça va cesser de faire mal aux autres, mais que ça va faire tellement mal aux Américains qui vont... Ce sont eux les pires victimes de la situation actuelle. Par exemple, prenez l'abandon de l'aide à l'étranger. Si on va jusqu'au bout de ce qui a été annoncé, ça va faire très mal aux États-Unis parce que leur aide... toute aide, d'ailleurs, est toujours un peu intéressée. Quand les Américains ont décidé d'aller partout dans le tiers-monde, aider, puis avoir des programmes pour empêcher, quand ce ne serait que pour empêcher des maladies de se répandre dans le monde. Alors, si à un moment donné, des virus apparaissent dans le tiers-monde parce qu'il y a un manque de moyens pour s'y opposer, pour les contrer, les Américains seront les premiers à en souffrir. Ça, je suis en train de reprendre les propos de Mme Joanne Liu, québécoise, qui disait ceci récemment, que les Américains seront les premiers à souffrir de leur négligence en matière de santé et d'aide à l'étranger. Voilà. La perspective. Merci. Écoutez, je vais terminer notre rencontre en citant Tocqueville, puisqu'on est parti avec lui. Puis une façon de vous rendre hommage, puis de vous remercier de cette occasion que nous avons de réfléchir à cette situation qui nous préoccupe. Tocqueville a écrit « Un grand homme a dit que l'ignorance était aux deux bouts de la science. » C'est intéressant, ça, quand même. Ouais. L'ignorance, celle qu'on quitte, celle qu'on redécouvre peut-être après avoir fait l'exercice de comprendre. Et il ajoute « Peut-être eût-il été plus vrai de dire que les convictions profondes ne se trouvent qu'aux deux bouts et qu'au milieu est le doute. » Alors, merci Louis Balthazar, parce que je pense que notre petite conversation est une occasion pour ceux qui vont nous écouter, qui vont vous écouter, de douter de certaines idées reçues et qui va peut-être nous amener à mieux comprendre une situation qui n'est pas du tout désespérée, comme on est trop souvent porté à le croire. Merci beaucoup, Louis Balthazar. Ça me fait plaisir. Vous venez d'écouter le dernier épisode de ce balado Repères. Différentes circonstances obligent à cesser la production et la diffusion de nos conversations mensuelles. Je tiens d'abord à remercier l'équipe du Verbe Média qui a généreusement supporté cette aventure pendant presque 2 ans. C'est avec regret que je renonce à cette tentative d'investigation culturelle établie à la faveur d'un souci de recherche de formation générale. Mais qui sait? Restez aux aguets. Peut-être, tel le phénix, nos rencontres virtuelles renaîtront sous d'autres auspices. En tout cas, merci d'avoir été au rendez-vous et il me tarde de vous dire à nouveau bonne écoute. Repères est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don.